Eh bien, un bloc de puissances émergentes se retrouve à Durban, en Afrique du Sud, pour un sommet de 2 jours. Il s'agit des BRICS, Inde, Chine, Brésil, Russie et Afrique du Sud. 5 puissances qui concurrenceront peut-être demain économiquement et politiquement les Occidentaux. À eux 5, ces pays rassemblent plus de 40% de la population mondiale et un quart du PIB mondial. Ce sommet a pour thème les BRICS et l'Afrique. Alors, cette réunion à Durban, est-ce le nouveau Davos des émergents? Faut-il avoir peur de ces nouvelles puissances? L'occasion également de nous arrêter sur les relations entre la Chine et l'Afrique. Et ce soir, eh bien, nous sommes avec Francis Patindé. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste précisément du continent africain. Nous sommes avec Zeng Ruoling. Bonsoir. Vous êtes correspondant à Paris du quotidien chinois Wen Yubao. Et vous êtes également l'auteur des Chinois sont des hommes comme les autres. Et c'est aux éditions de Noël. Jean-Joseph Boileau, bonsoir. Vous êtes co-auteur avec Stanislas Deminski de Chine, Indie-Afrique, ou comment la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Vous êtes par ailleurs conseiller économique sur les pays émergents au club CEPI. Et Stéphanie Antoine, qui est notre spécialiste économie à France 24. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le président sud-africain Jacob Zuma, l'hôte donc de ce sommet qui se tient à Durban en Afrique du Sud. Les défis communs que sont la pauvreté, le chômage et les inégalités auxquelles notre peuple ou les gens du Sud en général sont confrontés, c'est précisément ce qui nous réunit. Stéphanie Antoine, est-ce qu'on peut dire que ce sommet est l'équivalent d'un Davos? En tout cas, c'est une sorte de forum. Alors, quand on revient justement sur d'où vient cette expression des BRICS, c'est Jim O'Neill, qui est un analyste en fait chez Goldman Sachs en 2001, qui est le premier à parler des BRICS. Alors, il n'y avait pas l'Afrique du Sud à l'époque, mais bel et bien le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine comme puissances émergentes. On peut dire que plus de 10 ans après, elles sont émergées, ces puissances. Elles sont plus vraiment émergentes, mais véritablement émergées. Et ce forum, c'est le 5e, vous avez dit, il a été créé en 2009, en pleine crise américaine et européenne, et quelque part pour ces BRICS c'était une façon de se démarquer, une sorte de revanche en fait tout simplement de la part de ces 4 pays plus un 5e donc qui s'est ensuite associé au processus 2 ans après pour finalement se démarquer un peu des États-Unis avec très rapidement une politique monétaire justement un petit peu anti-dollar et puis très rapidement aussi une volonté pour ces puissances, ces nouvelles puissances économiques d'avoir un pouvoir politique plus important par exemple au sein d'institutions comme le FMI, ce qui s'est produit d'ailleurs depuis, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle la réforme des quotas au FMI qui a donné plus de puissance à la Chine au sein de l'institution. Francis Patindé, est-ce qu'on peut faire la comparaison avec Davos ou c'est un peu fort Je trouve que d'un côté, il y a quand même des puissances impériales, et puis de l'autre côté, des pays qui essaient de s'en sortir, qui sont pour la plupart, peut-être une exception près du tiers-monde. Vous savez, si vous enlevez la Russie, vous avez la Chine, et c'est des pays qui étaient présents, pour certains d'entre eux, à Bandung. Vous vous souvenez, au milieu des années 50, il y a eu cet énorme mouvement du tiers-monde. Et moi, ça me fait penser, les BRICS, sous un autre aspect, à ce mouvement-là. C'est une forme moderne, une forme beaucoup plus dynamique, une forme plus économique, avec des volets sociaux et du mouvement des non-alignés. Qu'est-ce qu'ont tous ces pays, Zeng Ruoling, en commun, finalement? En fait, pas beaucoup. Bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Le point commun, c'est qu'ils sont tous en train d'émerger. Voilà. Mais de l'autre côté, je pense que le commerce sud-sud entre les pays, de ces 5 pays, je crois, commence à montrer ses puissances aussi. Et surtout, ceux qui partagent la même expérience, ils ont les mêmes, parcours historiques. Et surtout, je pense qu'économiquement, ils sont complémentaires les uns et les autres. Ça, je pense que c'est très important. Mais par exemple, qu'est-ce que partage par exemple la Chine avec le Brésil? Il y en a beaucoup de choses. C'est non seulement économiquement, par exemple, la Chine exporte beaucoup des, électroménagers, beaucoup de vêtements, etc. Tandis que le Brésil, c'est un pays producteur de pétrole aussi, dont la Chine a besoin. C'est surtout ce qui intéresse essentiellement ce qui intéresse la Chine chez ces... Oui, la Chine est en grand soif de pétrole. La Chine, depuis 1993,
qui passe d'un pays exportateur d'un pays importateur de pétrole. Mais comme la Chine est très en retard, la Chine n'a jamais, par exemple, possède comment dirais-je, de droits de production dans les pays de producteurs de pétrole. La Chine est obligée d'importer tous les produits, tout ce qui... Parce qu'elle a une très forte croissance aujourd'hui, elle est obligée de nourrir cette croissance. Et tandis que le prix de pétrole augmente d'une façon considérable. Donc, il faut trouver des sources de pétrole. Ouais. Jean-Joseph Boileau, on parle de puissance émergente, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas que la Chine qui est une puissance émergente? Parce que la Russie, aujourd'hui, est en déclin. L'Inde a du mal à sortir de ses contradictions. L'Afrique du Sud, encore, doit régler ses problèmes post-apartheid. Est-ce que finalement, il n'y a pas que la Chine comme puissance émergente dans ces BRICS? On parle toujours de ces 5 puissances émergentes, mais est-ce que c'est une réalité? Vous avez entendu parler de ce discours très important du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, disant, et ça n'a pas fait plaisir à la Chine, bien sûr, que très la critique. Chine, dans une Financial Times, il avait publié une tribune, en effet. que la Chine est un pays développé. Je reviens de Shanghai, excusez-moi, la Chine est un pays développé. Mais c'est un sommet extrêmement important. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas le comparer à Davos. Il faut le comparer à Bandung, d'une part. Et il ne faut pas dire que Bandung n'a pas eu d'effet, car le sommet de Bandung a structuré l'économie mondiale pendant 30 ans autour de 3 blocs, bloc communiste, le bloc des pays du Sud et le bloc des pays occidentaux. Aujourd'hui, le fait que la Chine devienne la première puissance mondiale, et c'est un fait, 2016, c'est une question de jours, elle devient, en tout état de cause, un des géants du monde. Et ça relance la coopération Sud-Sud. Deuxièmement, le fait que l'Inde, je suis passé par New Delhi, pour les Indiens, c'est un sommet très important, ait réussi à empêcher que la Chine soit toute seule, et la Chine ne le voulait pas d'ailleurs non plus, soit toute seule dans ce nouveau monde, et a créé un bloc comme ça, fait... Alors la Russie, c'est de la circonstance politique, on en reparlera tout à l'heure, mais la Chine, l'Inde se retrouve où? En Afrique. Et le rôle, évidemment, central de l'Afrique dans ce nouveau monde, c'est que c'est le seul endroit où les puissances émergentes ou émergées peuvent construire une alternative aux institutions de Washington. Donc je comparerais davantage ce sommet extrêmement important pour moi au sommet de Washington du Fonds monétaire, vous savez, cette réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Voilà un monde, le Sud, qui dit... Il y en a assez. Vous n'avez pas désoccidentalisé les institutions de Washington. Nous allons donc créer une alternative. Donc la balle est maintenant dans le camp des Occidentaux. Oui, mais ce n'est pas tout à fait une institution, en fait. C'est un peu la différence. Les BRICS, c'est plus un forum. Ils vont créer le pool de réserve. Oui, vous avez une agence de notation, ils veulent créer également, apparemment. J'ai travaillé avec ce centre à Delhi, comme je vous disais, un think tank qui vont créer donc mais les divergences entre les 5 pays sont vraiment très profondes. Il y a tout de même la Chine, comme vous le disiez. Je ne pense pas. Et le reste des pays. L'interdépendance, Delhi, par exemple, entre les États-Unis et la Chine n'existe pas du tout de la même manière entre les autres pays et les États-Unis. Donc, on parlait d'ailleurs du G2 à une époque, pour parler des relations entre la Chine et les États-Unis, ce qui prouve bien que ces BRICS, et moi je parlerais plutôt en termes de forum, ne sont pas encore une institution qui va rivaliser le FMI. Et d'ailleurs, le FMI, pour ne pas être rivalisé trop par les BRICS, a fait en sorte également de réformer ses quotes-parts et faire en sorte que justement les Chinois soient mieux représentés au sein du FMI, parce qu'ils savent très bien à Washington... Ils pèsent 4%. Ah oui, mais ils ont doublé en fait, tout de même dans le droit de vote. Et aujourd'hui, l'adjoint de Christine Lagarde est un Chinois, Zhu Min, qui avait été d'ailleurs nommé par Dominique Strauss-Kahn à l'époque. C'est-à-dire que les puissances matures, comme on peut dire les États-Unis et l'Europe, savent très bien que si on n'inclut pas ces puissances, et en l'occurrence la Chine, dans les institutions traditionnelles comme le FMI, eh bien là, la menace risque d'être plus forte. Mais cette hétérogénéité-là fait que finalement le projet politique des BRICS, qui devrait exister depuis 2009, parce qu'après tout c'est le 5e sommet, eh bien pour l'instant il reste tout de même très faible. Ah oui, mais le grand changement, c'est que précisément, c'est l'Afrique qui est en train de souder ces pays-là. L'Afrique ne veut pas se retrouver face à la Chine toute seule. Mais elle a besoin de la Chine et la Chine a besoin de l'Afrique. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est la volonté des Indiens. C'est très important de comprendre ça. On oppose toujours l'Inde à la Chine. Non, les Indiens veulent lancer aujourd'hui un forum alternatif à des institutions de Bretton Woods qui se réforment très lentement, très très lentement. Vous comprenez bien, 4%
des voix à la Chine C'est aujourd'hui rien. au FMI, c'est rien, C'est rien du du tout. tout. Qui dirige le FMI, qui dirige la Banque mondiale? Ce sont des Occidentaux. Vous savez, la phrase clé de ce sommet, c'est la déclaration de Manmohan Singh, le Premier ministre indien, pour dire ce que nous voulons, c'est mettre en place aujourd'hui un forum désoccidentalisé, c'est-à-dire qu'il soit capable de penser autrement les Mais questions de Francis développement. Patindé, est-ce que c'est crédible? Est-ce que justement cette alternative dont vous parlez, Jean-Joseph Boileau, est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que les BRICS peuvent vraiment demain être une alternative à Washington et aux Occidentaux? Moi, je pense que d'abord, c'est une bonne nouvelle qui est les BRICS. C'est un forum, c'est vrai, et que petit à petit, ils iront vers les divergences qu'on perçoit en ce moment, existent aussi dans d'autres structures. Il n'y a pas que au sein des BRICS. L'intérêt de l'Inde, et je voudrais vous répondre, c'est que l'Inde, contrairement à la Chine, a un atout en Afrique. C'est une population indienne. Vous avez des millions de personnes d'origine indienne qui sont des Africains aujourd'hui en Afrique du Sud et toute la partie orientale de l'Afrique. L'Inde est chez elle quasiment en Afrique. Il ne faut pas oublier que Gandhi a vécu en Afrique du Sud. À Durban. En Afrique du Sud, oui. À Durban, où se tient À Durban, le c'est très forum. important. Absolument. Cette ville a été choisie par les Indiens, si je peux me permettre quand même. Et je pense qu'il ne faut pas réfléchir en termes d'alternatives. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les BRICS ont permis au reste du monde d'avoir un regain d'intérêt pour l'Afrique. Parce que jusque-là, on se disait, bon, l'Afrique, il y avait les Occidentaux, non, les Africains. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on voit The Economist de la semaine dernière, qui avait écrit il y a quelques années que c'était Hopeless Continent, et là, qui écrit que c'est le continent de l'avenir. Et donc, le fait que les Indiens, les Chinois et les Brésiliens Et viennent... même les Russes, hein. Il faut les remercier, donc. On se dit, il faudrait les remercier, justement. Ouais. Voilà, il faut vous remercier. Bon, on en parlera peut-être de ce néocolonialisme, peut-être chinois, ça dans la deuxième partie du débat. Est-ce que vous pensez, Zheng Ruoling, qu'il faut avoir peur, nous, occidentaux, eh bien, de ce bloc? Est-ce qu'il faut le craindre? Non, c'est... En disant, on va se faire dévorer dans quelques années. Nous, on est ce- une Europe vieillissante, un monde occidental en crise. On disait crise économique, crise des valeurs. Et on voit justement ces BRICS, ces puissances émergentes avec cette jeunesse aussi, parce que c'est une jeunesse, une population extrêmement jeune, que ce soit sur le continent africain, sur le continent indien. Est-ce qu'il faut les 80% craindre? de la jeunesse du monde, hein. 80%. 80% de la jeunesse du monde se retrouve dans ces BRICS si on met toute l'Afrique. Hein. Oui, absolument. Ouais. Mais- Zheng Ruoling, est-ce qu'il faut les craindre? Non, non, c'est... Est-ce qu'il faut avoir peur de vous, C'est hein encore un groupe en voie de développement. Je ne suis pas d'accord que dire que la Chine est déjà un pays développé. Regardons le PIB par tête ou le revenu par tête des À Chinois. Shanghai. C'est très... Non, pas à Shanghai. Prenez Shanghai. Émergé, mais pas développé. C'est Voilà, un bon il est terme. émergé, pas développé. C'est exactement. Je prends les TGV pour qu'on C'est a- unique dans l'histoire du monde, c'est que la Chine reste, même il devient un jour la première puissance mondiale, mais il est toujours un pays en voie de développement. C'est ça qui lie la Chine avec l'Inde. Je pense que l'Inde sera dans la même situation. Même l'Inde, un jour, son poids économique global pèse de plus en plus, mais avec plus d'1 milliard d'habitations, il ne peut pas avoir le même niveau de vie que les Européens. Ça, il ne faut pas oublier, c'est un poids très lourd pour un pays comme la Chine. Et peut-être un jour, le Brésil, l'Union soviétique, la Russie, oui. peut devenir des pays très, très riches, très développés, grâce à leur émergence, grâce à leurs sources naturelles. Mais pas la Chine. La Chine... Donc pour l'instant, on n'a pas de raison d'avoir peur encore de ces BRICS, Francis la Chine Patindé. a besoin du monde. Moi, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, du point de vue de l'Occident, et au contraire, il faut souhaiter que les BRICS s'élargissent. Ouais. Je ne comprends pas qu'un pays comme le Nigeria, qui est la première puissance en fait de l'Afrique, avec une forte population, beaucoup de pétrole, ne soit pas membre des BRICS. Et alors que l'Afrique du Sud l'est... Il est vrai qu'il y a une rivalité entre l'Afrique du Sud et le Nigeria de longue date, surtout pour le poste au Conseil de sécurité des Nations Unies, et que ces deux pays s'aiment, mais pas d'un grand amour. Voilà. Alors justement, oui, allez-y. C'est justement sur ce point, c'est que BRICS, il n'y a pas de critères pour adhérer à un tel pays ou l'autre. C'est ça, c'est la conception... C'est l'analyse de Goldman Sachs, tout de même, qui a parlé de BRICS. Oui, mais elle a changé depuis, quand même. Il n'y a pas de critères donc pour y adhérer. C'est une conception à développer. Je pense que
il faut attendre encore quelques années pour voir un vrai groupe du Sud émerger. Non, il y a quand même, juste un mot, dans puissance émergente, il y a quand même puissance. Donc, bon, le Bénin ou la Centrafrique sont pas invités, ne sont pas souhaités pour le moment. Mais le Nigeria, donc, comme vous le disiez, pourrait tout à fait en faire partie, c'est la première puissance pétrolière du continent et plus grand pays peuplé aussi d'Afrique. Jean-Joseph Bollée, on parlait tout à l'heure justement de l'aspect géopolitique, on parlait du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une volonté de contrer le monde occidental? On le voit déjà au Conseil de sécurité des Nations Unies, on le voit par exemple dans la crise syrienne, que la Russie et la Chine s'allient sur ces dossiers-là. Est-ce qu'il est possible que ces puissances parlent également d'une seule et même voix d'un point de vue géopolitique aussi? Alors, c'est très intéressant. Les BRICS, ça a d'abord été quand même un concept géopolitique, fondamentalement. Et c'est la raison pour laquelle, à l'origine, vous avez raison, c'est un banquier qui a dit, voilà, c'est des puissances émergentes. En fait, elles comptent. Mais elles se sont rencontrées sur un plan politique. Et en général, ces 4 puissances se rencontraient avant les sommets, pour essayer de s'unifier dans leur position. Et c'était très utile, je pense. Très, très utile. Il y avait le G8, et puis il y avait les BRICS. Il y a le G20 depuis, alors ça complique un peu les choses. Le G20 tourne tellement mal. Vous comprenez le problème. On dépense tellement d'argent pour... Donc, ce qui s'est passé, c'est que les BRICS, avec l'Afrique du Sud, restent une entité géopolitique et ils ne veulent pas élargir, justement parce que plus on élargirait en nombre de pays, plus ça serait un peu compliqué. Donc l'idée, c'est de garder un format relativement réduit. Ces pays-là jouent un rôle clé dans la crise syrienne, par exemple. Et j'ai vu avec plaisir cette tribune extrêmement importante. Dans les négociations de climat aussi. Disant, de ce sommet de Durban, il y a la clé de la crise syrienne. Pourquoi? Parce que la Russie, la Chine, Vladimir Poutine a dit d'ailleurs qu'il n'était plus question, différents. ils veulent faire une déclaration d'ailleurs commune, disant, c'est ce qu'a déclaré en tout cas Vladimir Poutine avant ce sommet, qu'il n'est plus question d'un recours à la force contre un État souverain. Et ben voilà. Ça, c'est l'enjeu de la discussion entre eux. Et c'est pour ça que c'est bien qu'ils soient tous les 5, qu'ils en discutent. Donc il y a toujours une dimension géopolitique. Et puis il y a une autre dimension, qui est évidemment la dimension économique. C'est ça qui fait l'importance de ce sommet. On se trouve quand même en face aujourd'hui d'acteurs politiques, comme vous le disiez, ce sont des puissances qui n'ont pas, dans les enceintes internationales aujourd'hui, voix au chapitre dans les faits. Et vous pensez qu'il y aura un choc frontal justement entre le monde occidental et ces puissances émergentes? J'aime beaucoup ce format BRICS. Le fait que vous ayez d'un côté la Chine et la Russie, qui sont, on le sait bien, de grandes démocraties dans leur mode de fonctionnement, et de l'autre côté, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, qui sont des démocraties, permet à ces puissances émergentes de dialoguer entre elles. Et moi, je suis frappé de voir comment en Inde ou au Brésil, on tient à ce format BRICS. C'est un lieu où l'on discute. Et plutôt que d'opposer justement la Chine et les Américains, la fameuse Chine-América, qui est très mauvaise pour le monde, ça serait la pire des configurations. On a à géométrie variable, aujourd'hui, vous voyez, c'est fantastique ces photos. On voit ces hommes d'affaires, je vais revenir là-dessus. Donc c'est bien un forum. On va faire une pause, de ce point de vue. On va faire une pause, on va se retrouver dans un instant pour la seconde partie de notre débat. La Chine, l'Afrique, partenaires au sein des BRICS, mais pouvons-nous vraiment parler d'un partenariat d'égal à égal? Nous poserons la question à nos invités, à tout de suite.